C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech avec Pascal Forget, moi-même, et Alain McKenna qui tient une tasse verte à la main. Écoute, on n'est pas une tasse de tech pour rien. Salut Pascal. On aime le café, on aime la tech, on est là pour vous. Bonjour Alain. Dans cet épisode, de quoi on va parler? On va parler qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Non, non, non. On va parler de Spotify, on va parler de moniteur avec un nom douteux, on va parler d'un écran de PC qui pivote tout seul, de nouveaux processeurs Intel, de téléphone pliable de Google, le Fold de Google. Et moi, j'ai un petit appareil d'Amazon ici, le petit Echo, que j'aime beaucoup, qui m'aide à me réveiller. Et on va tout de suite remercier nos partenaires pour 2024. TELUS, Plan Hub, de nouveaux partenaires s'en viennent. On a bien hâte de vous les présenter. C'est grâce à eux que ce podcast fonctionne aussi bien et qu'on a du plaisir à vous parler de technologie en mangeant à notre faim. J'aime ça, parce que ça paye ça. les factures, effectivement. Si on faisait un podcast, c'est sûr que le business du podcast demeure à être cimenté, mais ça fait du bien de ne pas avoir à débourser pour faire ce qu'on fait. Donc, merci à nos commanditaires, effectivement. On débourse en équipement, mais on a des commanditaires, ça contrebalance, effectivement. Exactement. Et parlant de dépenses, est-ce que tu achèterais un moniteur qui s'appelle Pornitor? À une condition, seulement si la banque peut me donner de l'argent gratuitement. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Mais effectivement, je vais te laisser parler du moniteur. On parlera ensuite de l'arnaque bancaire. Écoute, c'est tout simple. Sur Amazon, j'ai vu, c'est une petite nouvelle que j'ai vue passer. Je me dis, ben non, c'est une blague. Si tu vas sur Amazon et tu cherches Pornitor, tu t'imagines que c'est un moniteur pour regarder de la porno. Mais non, c'est un portable monitor. Fait que c'est Pornitor. Quelqu'un qui manifestement parle pas très bien l'anglais, a nommé son moniteur comme ça. Tu as deux modèles. Tu as le modèle simple à 200 quelques dollars. Tu as le modèle double à 1089 dollars. Oh, quand même. Oui, j'aurais un petit malaise. J'espère que le logo n'est pas trop visible. Pornitor. Pour tous les gens qui travaillent pour MindGeek à Ça Montréal. pourrait être leur moniteur officiel. Ben oui. Cherchez MindGeek, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font comme site. C'est un gros centre à Montréal. Et avec l'argent gratuit, tu mentionnais ça, c'est quelque chose que j'ai vu circuler sur les médias sociaux qui me désespère de l'humanité. C'est quelque chose qui s'appelait le glitch de le Chase Glitch, c'est le nom de la banque américaine Chase. La banque Chase. Ouais. Grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu prenais un chèque, tu le déposais dans ton compte et tu retirais l'argent, même si tu n'avais pas d'argent dans ton compte. C'est de la fraude bancaire. Et il y a des gens qui ont dit, ben oui, c'est magique, c'est de l'argent qu'on vous donne, profitez-en. Et je trouve désespérant. J'en dirai pas plus parce que ça fait bouillir mon sang. Je me dis, est-ce que la faible éducation financière, on est rendu là? Est-ce que vraiment la philosophie de tout est magique sur Internet, tout arrive gratuitement, MrBeast va te rendre millionnaire, t'as juste à marcher dans la rue? Je trouve que c'est une... Pourquoi travailler quand on peut... Sérieusement, moi j'ai un truc. Vous prenez tout votre argent comptant avec des liasses de billets, vous les mettez dans une grosse mallette, vous mettez la mallette sur le toit d'une diligence, vous lancez la diligence et là, plus loin, vous détournez la diligence et vous la dévalisez et vous récupérez votre argent et ensuite vous poursuivez la compagnie de diligence pour le montant perdu et vous venez doubler votre argent. Vous réclamez l'assurance, ben le oui. Seul X, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre par Lucky Luke. C'est juste ça. Littératie financière 101 avec Alain McKenna. Bonjour. Une tasse de tech de 1854 avec des diligences et la Wells Fargo et les Dalton. Exact. Écoute, une autre petite nouvelle qui m'a fait réagir, le Bluetooth 6 a été annoncé. Exact. Je parlais d'écouteurs la semaine dernière qui avaient Bluetooth 5. Je pense qu'on est rendu à 5.4 dans les générations. Grosso modo, détection plus rapide des canaux secondaires pour se connecter à un appareil, accélérer la connexion en général d'un appareil Bluetooth à l'autre, mais surtout, on va pouvoir accélérer le transfert des données pendant certains... la vitesse de l'horloge, quelque chose comme ça, va permettre des transferts plus rapides, mais la grosse caractéristique va permettre de détecter plus précisément la position d'un appareil Bluetooth par rapport à un autre, un peu ce qu'on peut faire avec le AirTag et le Ultra Wideband de certains petits
Il y avait une Traceur. espèce de porte-clés, là, le fameux AirTags, oui, puis il y avait l'autre compagnie dont j'oublie le nom, là, qui faisait la même chose. On va le retrouver, mais grosso Ouais. modo, ça permettait une géolocalisation précise grâce au ultra-wideband. Il semble qu'on va pouvoir faire sensiblement la même chose avec une précision similaire avec Ouais. le On Bluetooth. parle d'une Donc, on n'aura pas précision au besoin. centimètre près, quand même, C'est je ça. parle. Fait que tu vas pouvoir retrouver tes clés si tu les as perdues dans ton divan. Tu vas pouvoir retrouver tes appareils. Évidemment, la nouvelle ne pouvait pas s'empêcher de mentionner Apple dans le titre en disant ça devrait pas être avant le iPhone 17. Ah, J'ai trouvé ça très une drôle. référence. Mon feeling, ça va être dans les appareils Android bien avant, mais pour le référencement et pour avoir des clics, tu Ben, mets je veux dire ceci parce que Apple c'est dans le Bluetooth titre. 6.0, on est à 5.4 dans les appareils les plus avancés. C'est sûr que ça va prendre, même Bluetooth 5.0, quand il a été lancé, ça a pris à peu près 2 à 3 ans avant que ça devienne un truc grand public. Donc oui, il ne faut pas s'énerver avec l'urgence de la chose, mais déjà d'avoir cette capacité de pouvoir localiser ces appareils à même le protocole, ça va simplifier bien des choses pour bien des gens, Le définitivement. futur est toujours alléchant, je trouve. Il y a des belles nouveautés. C'est ça qui est le Mhm. fun. Puis il y en a plusieurs qui ont été annoncés à l'IFA de Berlin, le gros salon de techno qui, de Ouais. plus en plus, me tente plus que le CES. C'est pas le CES. Le CES, c'est vraiment la foire des produits grand public, mais l'IFA, avant, c'était très commercial, c'était très industriel. Mhm. Ce gros salon électronique en Allemagne, à Berlin. C'est de plus en plus grand public. Il y a de plus en plus d'annonces qui sont faites, y compris d'Asus, qui ont annoncé le ZenBook S14, qui va être en précommande au Canada à partir du 6 septembre. Ça va être à partir de 1799 $. Il Mhm. va y avoir un modèle un petit peu moins cher, je crois. Là, ça dépend toujours évidemment de la mémoire vive, ça dépend du stockage et tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les processeurs Core Ultra dedans. Les nouveaux processeurs avec le coprocesseur d'intelligence artificielle intégré. Et ça, c'est particulier, c'est un gros changement. La mémoire vive va être collée sur le processeur. Un Mhm. peu comme ce que Qualcomm, un peu ce que Apple Les fait systèmes depuis un sur puce, ben moment. oui, voilà. Mhm. Le système sur puce avec la mémoire vive collée sur le processeur, ce qui ne permettra plus de mise à jour de sa mémoire. Si jamais avant d'acheter un laptop, tu peux peut-être mettre à jour la mémoire. Ça fait un moment que les gens le font plus. C'est Apple surtout ça, ben oui. scelle Mhm. ses ordinateurs. Il n'y a plus de façon facile de faire ça. On promet avec les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 5 plus de 20 heures d'autonomie à ces fameux processeurs Lunar Lake qui ont été annoncés depuis un moment, Oui, on en qui parlait ont, c'est ça. avec au printemps, là, dans le cadre de Computex, entre autres. Mhm. Et c'est ça, on va pouvoir là-dedans, la mémoire vive, le coprocesseur qui va être activé, il est conçu pour faire en permanence des activités en arrière-plan d'intelligence artificielle. Par exemple, on veut faire une transcription automatique de notre vidéo. Ça va se faire avec l'intelligence artificielle qui va fonctionner avec le coprocesseur. Ça va faire l'analyse des virus peut-être. Ça va peut-être recall, la fonction que Microsoft ne cesse de reporter, qui va Mhm. enregistrer ce que tu fais pour te permettre de te retrouver dans ton ordinateur, même avec le recul, le codage, le décodage des messages, la génération d'images qu'on va pouvoir avoir en temps réel, l'optimisation des vidéos aussi, des jeux vidéo qu'on va pouvoir faire. Gros changement, bien hâte de voir, les appareils vont arriver là, début septembre, on devrait pouvoir en essayer un et vous en parler, mais c'est un gros... Intel est dans la course avec Apple qui est arrivé avec ses processeurs avec une meilleure autonomie. Mhm. Qualcomm est arrivé avec des autonomies impressionnantes. Intel, je pense qu'il s'est fâché, il a retroussé ses manches, puis avec toute son expertise, il a dit OK, on peut faire ça nous aussi, au lieu de se Ouais. concentrer sur la performance brute, on va se concentrer sur la performance par watt, l'efficacité du processeur. Ils Ouais. sont arrivés avec ces Ben, processeurs c'est sûr que de Microsoft nouvelle a un peu génération. tiré l'oreille à Intel avec, en utilisant, en spinant une version de Windows 11 pour les systèmes sur puce, qui était Oui. longuement attendue, pour les architectures ARM, comme on les appelle depuis longtemps. Et il fallait ajouter au processeur Intel le fameux NPU, le processeur neuronal pour l'intelligence artificielle. Et tout ça débarque dans Lunar Lake pour la première fois. Il y avait, de mémoire, il y avait aussi une version, parce que Lunar Lake, c'est une chip qui est faite pour les portables. Il y a une version Oui. de Lunar Lake, dont le nom m'échappe, qui va être faite pour les ordinateurs de bureau, mais on a repoussé à l'année prochaine. On devait les dévoiler là, cet automne. Finalement, on l'a repoussé, parce Mm. qu'Intel passe une zone de turbulence en ce moment en termes de vente, à cause justement de la concurrence accrue de Qualcomm et les autres, là, Ouais. définitivement.
Ça brasse. Mais c'est C'est- ça. Quand ça brasse, habituellement, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de ça. Ben, espérons-le. Espérons-le. Intel a toujours été le leader des circuits, des semi-conducteurs et faut pas que ça arrête, là, définitivement. En tout cas, pas pour eux, c'est certain. IFA, tu l'as dit, c'est gros. Il y a plein d'affaires de tous les sens. Il y a souvent beaucoup j'allais dire des véhicules concepts, mais des ordinateurs concepts, des concepts de gadgets assez le fun. Il n'y a pas de véhicule là, c'est pas un salon de l'auto. Et il y en avait un, le fun, que j'ai remarqué du côté de Lenovo, le fameux fabricant chinois d'ordinateurs en tout genre. Euh, je ne sais pas exactement d'où est née l'idée de faire ça, mais c'est ce qu'on appelle le Auto Twist AI PC. Difficile d'avoir plus de mots dans un nom d'ordinateur. Auto Twist parce que il ne danse pas. Quoique dans la démo, l'écran, en tout cas, pouvait faire un petit pas de danse, mais c'est un ordinateur portable à écran pivotant, comme il y en a beaucoup dans les espèces de marchés du PC hybride, là, où l'écran, on peut le flipper pour faire une tablette. Mais dans ce cas-ci, l'écran, il est non seulement pivotant, il est aussi motorisé. Ouh! Donc, il se pivote tout seul. Et en plus, il est activé par la voix. Donc, on a juste à lui demander de s'ouvrir. Et là, pouf, il se lève puis il se pivote. Et évidemment, il ne fait pas juste ça parce que AI dans AI PC, bon, il y a toutes les fonctions qu'on peut imaginer dans Windows, mais il y a aussi cette capacité de détecter à travers la caméra et des capteurs où se trouve la personne qui veut le contrôler et s'oriente en conséquence. Donc, on pourrait, à la limite, l'installer sur une table de conférence, commencer à jaser, faire sa conférence, se lever, marcher de gauche à droite pour faire, parce qu'on a le goût de bouger pour parler, tel un Steve Jobs de la présentation du bureau, et Mhm. l'écran nous suivrait, donc nos notes seraient toujours devant nous, ce qui est quand même pas une mauvaise application. Évidemment, bon, je dis ça, et on peut aussi évidemment lui demander de pivoter entièrement en mode tablette, ce qui fait qu'il se retourne à 180 degrés, se rabat, cache le clavier, devient une tablette entière. Tout ça grâce à la magie de la voix. Je ne sais pas vraiment si on a besoin, en tout cas, c'est plus un gadget qu'autre chose. Faut pas que tu oublies ta main. Ben, c'est ça, sinon, Ferme le et voilà, laptop t'as et plus ça de se main. referme comme une huître et ça te broie Ça les dépend de doigts, un oui, la peu force du comme moteur, ça peut faire mal. Mais ou chez tu brises ton Lenovo, moteur de ben, c'est ça. Chez Lenovo, on dit que c'est pour l'instant un prototype, c'est une réflexion sur le genre d'usage qu'on pourrait faire d'une telle application. Et si on trouve des usages convaincants, on risque de le produire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, appelez tout de suite votre agent Lenovo le plus près. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais vous pouvez faire savoir votre intérêt en communiquant avec les gens de Lenovo, j'imagine. Mais cela dit, ils sont ouverts aux commentaires. Et ça Bien de pourrait, voir écoute, ça. c'est sûr que ça fit, je dirais ça comme ça, dans vous savez, l'espèce de surenchère de gadgets que les fabricants font souvent quand ils ne savent pas comment différencier leurs produits. Ben ça, c'est un bel Mmh. exemple. On va motoriser notre écran, pourquoi pas? À voir. Écoute, j'ai hâte de voir parce que c'est le genre d'affaires qu'on peut voir l'an prochain, Ben, comme on peut ne jamais jamais le revoir ça, voir ben parce oui. qu'il y a beaucoup de prototypes dans ces salons-là qui tentent le terrain, génèrent de l'intérêt, puis ça fait jaser, ça teste des technologies, puis on ne l'a pas. Exact. La technologie que j'aime beaucoup, qui a été Mhm. dévoilée cette semaine, et si vous utilisez Spotify, je vous invite à l'essayer. Si vous n'utilisez pas Spotify, ça ne donnera pas des résultats grandioses, mais la Daylist est arrivée. C'est pas playlist, c'est Daylist, Liste de comme jours. jour, liste de jours. Ce que ça fait, ça fonctionne le jour et la nuit, c'est très particulier, mais ça génère une playlist, une liste de lecture en fonction du moment de la journée. Et ça analyse qu'est-ce que vous écoutez d'habitude le mardi après-midi. Moi, je travaille le mardi après-midi, j'écoute de la musique plus pour travailler. Le soir, j'écoute de la musique plus pour préparer le repas, puis avant de me coucher, j'écoute d'autres musiques. Ça va générer des playlists d'une cinquantaine de chansons automatiquement en fonction de la journée. Et j'ai Mhm. été très, très, très agréablement surpris. Ça fonctionnait depuis septembre dernier, en anglais seulement. C'est maintenant accessible en français. Ça va regarder vos genres musicaux. Spotify est très fort. Il analyse le genre musical, l'humeur, le tempo, l'activité, le thème des chansons. Il y a plein de critères comme ça, un peu informels. Et ils vont regarder ce que vous aimez. Ça a été lancé dans un Hack Week. Spotify a fait ça. Hey, on va faire un petit bidouillage, on va essayer des affaires. Ils ont lancé ça en 2023, lancé en anglais en septembre. Ça a été la playlist la plus écoutée. C'est maintenant en français. Moi, je suis extrêmement heureux de ça parce que souvent, quand tu lui demandais ta playlist générale, il donnait de la musique que tu écoutais en moyenne dans ta journée. Mais comme souvent, la liste, ce qu'on écoute, dans mon cas, varie beaucoup selon si j'écoute en travaillant ou en préparant le repas. Là, ça s'adapte parfaitement et moi et ma copine, on a été particulièrement impressionnés par la qualité des choix. Des Alors, listes. je suis Ben essayez là, tu ça, m'intrigues parce que Daylist. je vais Il devoir faut chercher un l'essayer, en petit fait. peu.
Mmh. Ben oui, c'est ça. Et le truc avec Spotify, les gens ne me croient pas, mais quand tu commences à dire les chansons que tu aimes, il faut des fois indiquer plus parce qu'il va te proposer des chansons que tu aimes. Il y a des gens qui aiment ça écouter toujours la même musique. Moi, j'aime ça qu'on me propose des découvertes. Il faut dire ce qu'on aime. Il faut dire ce qu'on n'aime pas. Et si on dit qu'on aime quelque chose, il va nous en proposer, puis il va tâter le terrain. Il va aller dans le plus en plus. Comme il disait, non, ça, j'aime plus ça. Puis là, il va reculer. Il va te donner des choses. Puis en quelques semaines, en quelques mois, vous allez voir vos suggestions, là, vont devenir vraiment justes, dans mon cas, en tout cas. Ben, moi, je vais dire ceci, puis je ne sais pas si ça trahit quelque chose à mon sujet, mais je reviens toujours à Pandora. Évidemment, Pandora n'est pas accessible directement du Canada, mais il existe, si on bidouille un peu, des moyens d'y accéder quand même. Et les radios, c'est plus des radios qu'on crée sur Pandora à partir d'un groupe ou d'un style ou ainsi de suite, Mhm. m'ont toujours paru plus près de mes goûts quand je cherche un truc précis que n'importe quel autre service musical. Je ne sais pas c'est basé sur quoi. Ils appelaient ça leur musique génome, mais évidemment, Pandora, c'est leur truc. Là, c'était un des premiers à offrir cette espèce Oui, oui. de Et je me création souviens que moi automatique aussi, de j'avais bien playlists. apprécié ce qu'ils proposaient, Mais ce je ne qu'ils sais pas donnaient pourquoi comme. Pandora est resté un peu coincé aux États-Unis dans un modèle où ils auraient pu prendre de l'expansion avec l'émergence de la musique en continu. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Les écueils de la Ouais. technologie, le nombre de services qu'on a essayés, qu'on a aimés, qui sont Ils se disparus, puis sont qu'on a fait battre probablement oubliés. du côté de la négociation avec les labels et les Ouais, majors de ouais, ce qui l'industrie. suffit qu'il ait fait des trucs pas trop honnêtes, pas trop Mhm. légitimes au début. Trop de trucs? Écoute, Oui. passons de la musique aux photos. Ah oui, c'est vrai, ben oui, j'avais pensé à mon. Vas-y, Parce vas-y. que il se passe quelque chose aux États-Unis, encore une fois, c'est un petit peu limité, mais on sent que ça s'en vient chez nous aussi. Et ça commence, là, on en avait parlé à Google I.O. Parce que ça concerne l'application Google Photos. Et je me rappelle que sur scène, à Google I.O., plus tôt cet été, il y avait été question de cette nouveauté où on voulait intégrer de l'intelligence artificielle partout pour dire regardez, Gemini, comment c'est merveilleux. Et on proposait une version rehaussée de Google Photos dans laquelle on pourrait demander tout simplement à Gemini hey, trouve-moi les meilleures photos de moi en train de patiner ou en train de faire du ski ou en train d'aller à des places avec des trucs très spécifiques et l'intelligence artificielle automatiquement retrouvait les bons éléments visuels, les bonnes photos dans nos archives sans grand effort. Euh, et là, cette fonction-là débarque en ce moment aux États-Unis dans Google Photos. C'est très limité pour l'instant, mais ça s'en vient. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil, s'il est fonctionnel bien sûr, prend en contexte l'ensemble de la photothèque la date, les personnes identifiables, les lieux, les objets, toute la métadonnée qu'on laisse dans nos photos, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est contenue dans le fichier, analyse tout ça et permet de poser des questions complexes. Donc, pas seulement, hey, quand est-ce que je porte un chandail rouge, mais vraiment des mises en relation d'éléments différents. Si vous cherchez la photo où il y avait moi puis ma soeur avec, aux vacances à telle place, c'est supposé être capable de trouver ça. Pour l'instant, c'est limité aux États-Unis, mais j'ai hâte de voir les premières réactions. C'est sûr que quelqu'un, quelque part, va finir par écrire sur Internet là, ses premières impressions à ce sujet-là. Et j'imagine que si Google les donne, commence à rendre l'outil public, c'est qu'il est quand même assez fiable. Donc, je présume que ça va finir par arriver chez nous, que ça va être pas mal intéressant parce que, je sais pas vous, mais quand on a des dizaines de milliers de photos qui sont accumulées au fil des ans, ouf, trouver la photo de votre enfant alors qu'elle, tu sais, je sais pas, me faisait un gâteau pour la première fois, c'était quand donc? C'est pas toujours si simple. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir lui demander des trucs très précis, du genre, te rappelles-tu la fois où, tu sais, dans telle position, comme avec tel élément dans la photo, si ça va aller jusque-là, la fois où, tu sais, la personne tenait son crayon en dessous de son nez, ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a des affaires quand même qu'il va falloir essayer, n'est-ce pas? Mais ça, c'est certainement une application concrète qui pourrait être très positive de l'intelligence artificielle. Trier notre matériel, notre fouillis d'archives, photos, musique et tout le reste. C'était ça Ah, pour Google Photos. Là, tu vas nous parler de ta fameuse tablette que tu apprécies beaucoup, la la Remarkable tablette Paper. Remarkable, qui est une tablette en papier électronique. On a Mhm. annoncé une Remarkable Paper Pro. La Remarkable, c'est une tablette en papier électronique que j'adore, qui donne la sensation d'écrire sur du papier. Et là, c'est idiot parce que mon stylet est juste un peu à portée hors de portée du micro. Il faudrait que je m'étire, mais grosso modo, ça permet de dessiner avec un stylet très simple comme sur du papier. On peut enregistrer, c'est comme une tablette, mais en papier électronique. C'est très doux pour les yeux. Le modèle Pro est maintenant en couleur. On va pouvoir annoter avec des couleurs qui sont un peu comme des couleurs à l'eau. C'est des couleurs un peu pâlottes. C'est des écrans de papier électronique
couleur, qui n'ont pas la brillance et la luminosité des écrans LCD ou OLED, encore moins. Encore une fois, ça reste très doux sur les yeux. On a amélioré le processeur, on a amélioré le stockage. Il est éclairé. Et ça, c'est une nouveauté. Avant, on ne pouvait pas écrire le soir. Comme une feuille de papier. Une feuille de papier n'est pas lumineuse. Il y avait pas de... Là, maintenant, il y a un éclairage doux. Bien hâte de voir ça. On peut l'essayer pendant 100 jours. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, ceux qui se disent, moi, je prends beaucoup de notes, j'aime ça, je vais éviter de gaspiller du papier, je vais prendre une tablette comme ça, je vais retrouver mes notes. Je peux même essayer de convertir mon écriture manuscrite en écriture texte. Texte numérique, ouais. Et je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera probablement pas, à moins que vous ayez une écriture parfaitement régulière, très précise. Ça ne fonctionne pas super, mais oui, ça peut vous aider à convertir. La Paper Pro est un peu plus grande. Elle est 11,8 pouces au lieu de 10,3 pouces. J'aime beaucoup qu'ils font des mises à jour fréquentes parce que la Remarkable 2 date d'il y a 4 ans. Et ils continuent de la supporter et elle continue d'être performante. Elle continue. Ils ont bien optimisé leur système et tout. On peut même y joindre un clavier si on désire. On a ce qu'on appelle le folio qui peut s'ajouter ici. Et là, je ne veux pas tout détruire et tout échapper. Mais grosso modo, on peut, comme on peut le faire avec un iPad, mettre un clavier. La chose qui est embêtante, c'est que c'est toujours pas disponible en français canadien. On peut toujours pas taper avec les accents. C'est seulement quelques modèles de clavier, comme le clavier français de France qui est offert. Il n'y a pas le clavier canadien-français, on ne peut pas changer. Clavier Pas AZERTY. encore. Ouais. Clavier AZERTY, on ne veut pas ça pour taper au Québec. J'aimerais beaucoup, beaucoup. C'est une petite mise à jour logicielle qui pourrait faire pour qu'on puisse taper comme on veut dans sa Remarkable. Puis là, tu as quelque chose qui est fantastique. Tu as une tablette en papier électronique, très bonne autonomie, jusqu'à 2 semaines sans problème, qui permet de travailler de façon apaisante. Fait que j'ai bien hâte de voir parce que c'est pas pour rien qu'il y a un essai gratuit de 100 jours. C'est vraiment pas un outil qui est fait pour tout le monde. Je vous le dis, si vous dites ah, ça pourrait-tu me plaire cette affaire-là, probablement que ça vous conviendra pas. Mais si vous prenez beaucoup de notes en papier puis vous savez, c'est très minimaliste comme système, ça ne remplace pas un iPad, ça remplace pas, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'autre chose que d'écrire. C'est assez limité. Même pour dessiner, c'est assez limité. Ça coûte 929 $, le nouveau modèle de la Remarkable Paper Pro. Ah oui, quand même. Hein. 929, ça inclut le stylet. Et c'est un nouveau type de stylet qui se recharge en le collant sur la tablette. Ce n'est pas un stylet qui n'a pas besoin d'être rechargé. Comme inactif ou je sais pas quoi. Ouais. Inactif, c'est ça, ce n'est pas ça. Fait qu'on ne pourra pas l'utiliser si on a investi dans des stylets de la Remarkable 2, on ne pourra pas l'utiliser avec sa nouvelle Paper Pro. Bien hâte de voir ça, bien hâte j'espère pouvoir l'essayer. Il y a un gros regain d'intérêt pour tout ce qui est appareil minimaliste, appareil en papier électronique. Il y a la tablette Daylight DC1 qui a été lancée récemment, tablette. C'est pas Android, c'est une version limitée d'Android. Encore une fois, on restreint, on bride le système pour que ce soit efficace, c'est productif. Puis il y a Scribe, la tablette d'Amazon qui est aussi une liseuse, qui va, paraît-il, être lancée de façon imminente en couleur. Fait que il y a comme, ça brasse dans le domaine des papiers. Kobo a lancé une tablette de la Aura Color récemment. Oui, écoute, je l'ai, c'est ça, je l'ai encore une fois, là. Donc, clairement, c'est un marché qui se développe. Mais les écrans e-ink couleur sont quand même très chouettes. Ça a plus 3 générations. Un je ne sais quoi de... C'est pas aussi beau qu'un écran LCD ou OLED, mais ça ne génère pas cette dose de dopamine dans le cerveau qui fait qu'on devient addicté. C'est très addictif. Addictionné? Oui, addictionné. Qu'on devient dépendant comme une drogue. Voilà. Le fameux écran. En tout cas, merci Pascal. Ça met fin à nos espressos de tech, ce segment d'entrée de jeu qui nous donne un petit boost pour la suite. On va y aller avec les actus plus concrètes. Je vous rappelle, parce qu'on le fait à chaque fois, que si vous aimez les actus plus concrètes tous les jours, il y en a dans une infolettre gratuite qui s'appelle InfoBref que vous pouvez obtenir dans votre inbox tous les matins à 5 h. J-Inbox. Donc, j'ai l'anglicisme facile aujourd'hui, dans votre boîte de réception. Voilà. De courriel, infobref.com, allez-y voir pour vous abonner parce que c'est gratuit et ça vous donne chaque jour, en moins de 5 minutes, 10 nouvelles à connaître pour commencer votre journée du bon pied et arriver à la machine à café ensuite au bureau
ou à la rencontre Teams si vous êtes en télétravail et de savoir de quoi il est question quand on vous dit quelque chose comme Hey, savais-tu ça, toi, que Fitz démissionne? Fait que là, vous savez ces choses-là. Ça se lit vite. Hmm? Ça se lit vite. Et ça se lit vite, ça se lit bien, c'est gratuit. Et On se voilà. dit toujours que rien n'est gratuit dans la vie, sauf Info Bref. Ben, une tasse de tech aussi, si vous voulez vous abonner et nous suivre, on est gratuit. On ne fait pas de commentaires gratuits. Il faut faire une fine distinction. Tout ce qu'on dit est pesé, sous-pesé et analysé et réfléchi. Mais nous écouter, ça se fait gratuitement. Ça, oui. Ah, je devrais écrire un livre. Ça serait le fun. Je me Ouais, et sens en verve en ce moment et je pourrais le faire gratuitement et facilement à l'aide d'une intelligence artificielle générative et je pourrais participer au plus grand ouais. concours qu'il existe dans ce monde. C'est ce que je comprends Oui, bien. le NaNoWriMo, le National Writing Month, c'est une espèce de concours qui permettait d'encourager, de créer une communauté pour encourager les gens à trouver leur voie. Et au départ, c'était pour créer une nouvelle, un livre de 50 000 mots en un mois, le mois de novembre, d'où le NaNoWriMo, National November Writing Month. Euh, et là, ils ont fait une petite annonce qui dit qu'on ne supporte pas de façon particulière d'écrire. Donc, si vous voulez être assisté par l'intelligence artificielle, vous pouvez. Nous, et c'est ça, je me dis, c'est, écoute, on veut encourager les gens à écrire, on veut Mhm. encourager les gens à trouver leur voix, je trouve ça tout à fait légitime, mais encore une fois, il me semble qu'écrire, c'est humain. C'est quelque chose que les humains font. Et on veut encourager les gens, c'est comme moi, je veux encourager les gens à marcher d'un endroit à l'autre. Là, on dit, ben là, finalement, si tu veux te prendre une petite voiture, c'est correct. L'important, c'est de se déplacer d'une place à l'autre. Je veux dire, oh, on change un peu la mission. On n'encourage plus l'activité d'écrire, mais on encourage la génération d'écriture. Je ne sais pas comment. Et dans leur texte, on dit que, et c'est là que je décroche un peu, que le fait de ne pas permettre l'intelligence artificielle, ce serait du classicisme, que ce n'est pas tout le monde qui ont les moyens d'engager de l'aide humaine pour écrire. Donc, c'est de la discrimination basée sur l'absence de capacité d'écrire comme dans le Des- temps, genre? Avec un humain, demander à des professeurs, demander à un humain, ça serait du classicisme de ne pas faire ça, mais surtout que c'est du capacitisme de ne pas permettre l'intelligence artificielle, parce que c'est pas tout le monde qui a les capacités intellectuelles, le cerveau pour Donc, écrire. tu peux argumenter que tu as besoin de l'intelligence artificielle pour écrire à ta place parce que tu n'as pas la capacité d'écrire tout seul. Et si quelqu'un ici n'est pas d'accord, il fait preuve de discrimination envers tes capacités limitées. Et c'est ça. Et donc, Oh, c'est là, compliqué, c'est ça. là que je décroche un peu. Encore une fois, je comprends que si le but, c'est de générer quelque chose, de demander à l'intelligence artificielle de retoucher, pourquoi pas. Le NaNoWriMo, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de récompense, tu peux partager tes résultats et tout. Mais je trouve que c'est flyé et je trouve qu'encore une fois, on décroche un peu quand ils disent que il y a un accès inégal, c'est pour respecter les minorités victimes de discrimination systémique si on ne permet pas l'intelligence artificielle. Donc là, OK, si on commence à être un peu loin, évidemment, au NaNoWriMo, encore une fois, il n'y a pas de prix, c'est sur l'honneur. C'est un organisme qui a commencé dans les années 90 pour écrire en novembre. Mhm. C'est à but non lucratif. Mais je trouve que cet raisonnement-là pour permettre l'intelligence artificielle, au lieu de dire, écoutez, c'est gratuit, vous faites ce que Chez vous vous lousse, voulez, ben vous oui. voulez, lâchez-vous lousse, mais de justifier comme ça, je trouve que c'est un peu particulier. Moi, je vais dire ceci, je suis un lecteur compulsif, je lis sans arrêt tout le temps, je passe un livre par semaine minimum et j'ai encore à être convaincu qu'une intelligence artificielle peut écrire un bon livre. Euh, Et- donc, moi, mon problème, c'est pas une question de ce qui finit par isme, là, peu importe celui que vous voulez, c'est un oui, problème de oui, qualité de de divertissement final. qualité, parce que si on se met à dire oui, oui, utiliser l'intelligence artificielle sans réflexion, sans mise en garde, ce qui va devenir l'écriture de demain va être celle proposée par l'intelligence artificielle. Si les modèles qu'on a ou ce qu'on nous propose comme lecture est généré par l'intelligence artificielle, on va avoir des textes mauvais,
Moi, je Mhm. regarde souvent ce qu'on me propose, Copilote sur ChatGPT. On me propose des trucs, puis je fais, voyons, c'est empoulé, c'est pas fluide, c'est plein de qualificatifs. Ça vient probablement, tu sais, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des modèles statistiques, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de finesse là-dedans. Là, si c'est ça qui est généré, puis les gens sont contents d'eux-mêmes parce qu'ils ont généré 50 000 mots en donnant à Sans effort. ChatGPT 3-4 consignes sans effort. Je trouve qu'on s'éloigne un peu d'une mission où il fallait Ouais, travailler un peu, où il fallait, tu sais, se retrousser les manches, puis mais je suis peut-être capacitiste. peut-être. Moi, je vais Je être dis pas qu'il faut pas propiste. utiliser, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Je dis juste que la justification m'embête un peu, puis Ouais. je trouve qu'il y a pas de mise en garde ou d'encadrement par rapport à ça, ça m'embête. Ben, Moi, qui je vais être suis-je? propiste, Pascal, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par un intellectuel russe il y a de ça plusieurs décennies qui s'appelle Vladimir Prop. Le livre, c'était les 32 éléments du conte populaire. Et il avait analysé tous les éléments d'une bonne histoire qui connaît un succès, puis ça fait longtemps, basé sur les contes, là, sur des siècles et des siècles d'écriture. Et c'était la clé. Jusqu'à Mmh. ce que ChatGPT existe. Non, mais c'était bien avant ça. Mais c'était la clé pour écrire une bonne histoire. Les rebondissements arrivent quand est-ce que tu sais, le héros affronte une épreuve, quel genre d'épreuve, qui lui Ben vient oui, en ben aide, comment ça se dénoue. le parcours du héros, Ben, c'est un cycle, c'est une machine, c'est un et modèle. voilà. Toutes les bonnes histoires varient sur le même thème. Là, on ne se comptera Oui, pas d'histoire. oui. Donc, c'est sûr que l'IA générative a juste besoin de vous dire ben, voici les éléments. Mais ces éléments-là existaient déjà dans un livre. Et c'était ce livre-là. Bien avant l'Internet. Et voilà. Fait que Apparemment, je suis. utilisez l'intelligence artificielle, expérimentez, laissez-vous inspirer, laissez-vous donner des suggestions, mais continuez de réfléchir par Écrivez vous-même, pitié. c'est le meilleur moyen de trouver des bonnes idées. Et c'est ça. Et n'allez pas déposer un chèque, retirer Ouais, sinon, ben, l'argent. envoyez-nous, c'est ça. Déposez un Là, chèque, retirez l'argent, donnez-nous 15% puis occupez-vous des problèmes après. Ça va être parfait. ben, parlant de retirer Done. d'argent, un iPhone à moins cher, Ben, ça pour va retirer faire. moins d'argent, s'il vous faut un Voilà. téléphone neuf, là, la rumeur, c'est qu'un nouvel iPhone SE s'en vient. L'iPhone SE, en fait, vous savez que l'iPhone 16 va être annoncé probablement, très certainement, même la semaine La prochaine, semaine donc on ne va pas se prochaine, le ouais. cacher. Téléphone qui va coûter sans doute 1100 $ ou plus parce que ça coûte cher, ces affaires-là. Et il y a toujours, dans la foulée, quelques mois après, une version, ben pas toujours, ça peut arriver souvent, ce serait le troisième ou le quatrième. Le quatrième, je pense. Mmh. Un iPhone SE qui est une version réduite à petit prix. Le modèle actuel coûte 579 $, donc c'est 429 $ US, compris avec le taux de change, ça donne 579 $ canadiens. Et là, on aurait une belle nouveauté sur l'iPhone SE à venir. On aurait un appareil qui passerait de l'écran ACL à l'écran OLED qu'ont tous les Oui. autres iPhones cette année. On laisse tomber le cristaux liquide, donc ça va full OLED chez Apple. Et ce que ça signifie pour l'iPhone SE, c'est qu'on aurait enfin un écran mur à mur, là, comme les iPhones depuis quelques générations déjà, depuis 5 ou 6 ans. Donc, la fin aussi du bouton et du format, parce que l'iPhone SE, qui avait quand même une bonne mécanique et bon, des bonnes capacités, reposait quand même sur appelons ça le châssis ou le modèle du iPhone 8, qui là, on s'entend, commence à faire vieux. Là. Le iPhone 8, ça fait 8 ans et plus, parce qu'il y a eu plein de générations entre les deux. Et c'était le petit écran très, très petit avec bon, tout le kit. Et moi, ce que je disais, je ne sais plus, quand j'ai essayé le dernier, je disais c'est un petit téléphone pour le petit de la famille. C'est ce téléphone qu'on achète parce qu'on veut le donner à un enfant puis on ne veut pas se casser la tête. Mais là, on aurait une version revampée de ce téléphone qui serait pas mal Mmh. plus intéressante. Évidemment, on va voir ce que ça donnera au côté du prix, tout ça. Mais ce qu'on voit en termes de rumeurs, parce que c'est pas encore annoncé, évidemment, c'est qu'on aurait les processeurs plus récents dans un modèle de téléphone pas loin de ce qu'est l'iPhone depuis quoi, 14, 15, 16. Donc, ça pourrait être une façon très intéressante, très abordable d'acheter un téléphone qui a un format quand même assez moderne. On aurait une meilleure caméra aussi, donc plus près de ce qu'on a en ce moment en termes de caméra. On parle de 8 gigaoctets de mémoire vive, ce qui n'est pas beaucoup. Et comme il n'y a plus de bouton pour le Touch ID, il y aurait la reconnaissance du visage pour Face ID comme sécurité biométrique. C'est pas tout le monde qui, semble-t-il, est à l'aise avec ce passage du pouce au visage, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une très bonne façon, très simple de verrouiller son téléphone. Et évidemment, on passerait du port Lightning au port USB-C comme tout le reste de la gamme, comme tout le reste de l'univers, je devrais dire, parce qu'on le sait. C'est pas pour le fun qu'Apple fait ça, c'est parce que le gouvernement européen l'a obligé. Donc, il reste à savoir quand est-ce que ça va débarquer en marché. J'ai tendance à penser que ça serait après les fêtes. Généralement, on attend à la fin de l'hiver pour faire ce genre de lancement chez Apple. Et évidemment, ce qui va être déterminé, c'est le prix exact, parce que là, la fluctuation des devises, n'est-ce pas, fait que le dollar canadien
ne gagne pas en valeur ces jours-ci. Il risque, si je me fie aux analystes, il ne risque pas de gagner en valeur. Donc, 579 ce serait probablement le minimum. Mais ce qu'on fait chez les fournisseurs, c'est qu'on l'offre souvent à 0 les fournisseurs de services sans fil, en disant viens chez nous, on va te donner un forfait le fun, le téléphone est gratuit. Et c'est un bon truc pour eux pour vendre un téléphone plus cher parce que ils disent ouais, mais tu sais, il n'est pas si bon que ça. Fait que tu veux peut-être acheter le plus récent, puis là, on se ramasse à payer 1200 pour un téléphone. Mais si vous faites attention et vous tenez tête à ces offres de marketing, vous pouvez avoir un iPhone SE. Vous pourrez avoir un iPhone SE qui m'apparaît tout à fait intéressant pour au moins la moitié du prix. Donc, à suivre sur cette nouvelle-là. As-tu protégé tes données avec une clé YubiKey? Non. Écoute, c'est la double authentification, on le sait, on le répète. Si vous ne le savez pas, c'est super important en 2024. La double authentification permet de vous identifier avec deux choses. Un mot de passe et quelque chose que vous avez, soit votre ordinateur, votre téléphone. J'entre mon mot de passe dans mon téléphone, je vais me connecter. Si j'entre mon mot de passe et c'est pas mon téléphone, c'est pas mon appareil, il va dire oh, j'ai besoin de savoir que c'est vraiment toi. Connaître ton visage, ton empreinte digitale, c'est de la double authentification. J'entre mon mot de passe, j'entre mon empreinte digitale, j'ai mon YubiKey, c'était une petite clé qui permettait, et je trouvais ça extrêmement intéressant, si jamais tu perds ta clé, tu perds ton téléphone, tu te fais voler ton téléphone, il brise ton téléphone et tu as besoin de t'authentifier rapidement, tu prends ta petite YubiKey, tu la rentres dans ton téléphone, il y en a même par Bluetooth, tu t'envoies une clé cryptographique qui est stockée de façon très sécuritaire dans la clé, puis ça permettait de t'authentifier. Fait que si jamais tu oublies ton mot de passe, ta clé cryptographique, cache ça dans un endroit en sécurité. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vulnérabilité. On peut dupliquer les clés. Et là, j'ai sursauté quand j'ai fait ça, parce que je dis, oh là là, si n'importe qui peut dupliquer la clé. Attends, c'est pas si grave. Oui, c'est grave. Au niveau de la sécurité, c'est super grave. C'est toutes les clés avant la version 5.7 des clés YubiKey, c'est-à-dire des clés qui ont été faites depuis 14 ans qui sont vulnérables. Ouf. À partir de maintenant, ce ne l'est plus, mais les clés ne peuvent pas être mises à jour parce que c'est extrêmement sécuritaire. On ne veut pas qu'il y ait de failles qui s'insèrent, qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc, ça veut dire éventuellement de remplacer sa clé si on veut vraiment être sécuritaire. Pourquoi c'est modéré? Parce qu'il faut avoir accès à la clé. Il faut avoir accès physiquement à la clé, la prendre. À partir de l'original pour vrai, ouais. Et c'est ça. Et c'est pas juste de la brancher dans son port USB puis copier comme un fichier de... Non, non, il faut analyser, il faut des outils professionnels, de l'équipement spécialisé, puis des connaissances en cryptographie pour décoder. C'est comme, écoute, ce que je comprends, là, c'est quand tu utilises la clé, ça laisse des fréquences, ça laisse des... Écoute, ça laisse des traces dans la clé qui permettent de détecter la clé cryptographique. Et de la copier, puis de pouvoir à ce moment-là se connecter. Puis en plus, pour avoir accès à ton compte, il faudrait aussi avoir ton mot de passe. Il ne faut pas oublier ça. Fait que le scénario, c'est que quelqu'un te pirate ton mot de passe, ton identifiant, ait accès à ta clé cryptographique pendant au moins 1 heure, parce que c'est un processus qui n'est pas simple. Je pense que ça a pris 24 heures aux chercheurs le faire la première fois. Ils disent avec un peu de pratique, ça pourrait être 24 heures. Donc, un état... Comment on parle d'un acteur d'État, le CIA, le FBI, niveau de top service, niveau d'accès qui ont les moyens et qui ont les ressources, puis le besoin, le désir d'accéder à quelqu'un de spécifique. Moi, je vois que c'est un excellent scénario pour le prochain Mission Impossible. On doit dupliquer sa YubiKey. On doit dupliquer sa YubiKey. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça, le prochain Mission Impossible s'en vient, puis c'est une histoire d'intelligence artificielle qui... Mission Impossible 7, YubiKey, ça va pas attirer un très grand public, on s'entend. YubiKey, si. Fait que si vous avez des clés YubiKey, pensez-y, pensez à la garder en sécurité et peut-être considérer en procurer une nouvelle, modèle 5.7 et plus. Ça confirme une chose, c'est que la cybersécurité ou la sécurité au sens très large, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Hein. Oui. On innove, pouf, on se fait déjouer, pouf, on innove encore, pouf, on se fait déjouer. Et rebelote, diraient les gens de la radio, effectivement, parce que ça arrête pas, ces choses-là. Puis effectivement, ça prouve un autre truc, c'est que la proximité physique aussi. Parce qu'on dit souvent, tu sais, le social engineering, c'est la première clé en cybersécurité, c'est que les gens pensent qu'ils sont eux-mêmes sécuritaires dans leur comportement, alors que c'est la meilleure façon d'avoir le mot de passe de quelqu'un, c'est de regarder en dessous de son clavier pour trouver le post-it. C'est ça.
Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est ça, c'est de reprendre le mot de passe qui a déjà été utilisé pour un compte moins sécurisé, puis là, tu le réessais pour un compte de bancaire, puis oups, c'est le même mot de passe. Ah ben, gadon. Les Ben gens, oui, les exactement. pirates peuvent entrer comme c'est comme du beurre dans nos. Sauf si on a une double authentification, ça devient plus difficile. Exact. Le OnePlus Open 2. Ben oui. Ben, tu sais, on en parlait l'autre jour comme du meilleur pliable. Là. On va Ben parler tantôt oui. du téléphone pliable de Google qui m'apparaît plus intéressant, mais c'est une. Écoute, je regardais les comptes rendus du IFA et des nouveautés de la semaine. Il y a au moins 3 appareils pliables qui ont été présentés dans la Mhm. semaine. Et là, la rumeur, c'est qu'on aurait une prochaine version du OnePlus Open qui serait extrêmement intéressante et qui serait, dit-on, incroyablement mince. On parle d'un téléphone qui ferait 9 mm d'épaisseur en mode replié, ce qui est plus mince que la plupart des téléphones intelligents normaux. Oui. Donc, vraiment quelque chose de superbe, superbement mince, y compris avec la caméra. Donc, vraiment, on est rendu à un stade où, à un moment donné, ils seront tellement minces qu'ils vont être mous. Tu sais, ça va être comme des feuilles de papier. Ça va être Une à suivre, version en tout qui a cas, une mais caméra télescopique, hein, une caméra avec un zoom dedans. Donc, comment on met ça dans aussi mince? exact. Il y a C'est quelque chose de à magique découvrir. là-dedans. On va le savoir bientôt. De toute façon, ce qu'on a vu cette semaine, c'est une fuite et ça a rapidement été colmaté, effacé, mais quand même, la fuite a eu le temps de se faire reprendre par d'autres. À propos d'un téléphone qui s'appelle le Find N5 de la société Oppo. Oppo, c'est un des gros vendeurs de téléphones en Chine. Ils ne sont pas vraiment présents à l'extérieur de la Chine. Ils ne sont certainement pas présents chez nous, sauf sous la marque OnePlus, qui est leur marque désormais pour les produits vendus à l'international, donc à l'extérieur de l'Asie. Et chez nous aussi, on a les téléphones OnePlus. Et ils sont très agressifs ces jours-ci. On en a parlé plusieurs fois et on y reviendra parce que j'ai des écouteurs d'ailleurs dont je vais vous parler de Et OnePlus qui sont très bien. ils ont aussi Euh, une tablette que j'aimerais bien Ils ont le essayer OnePlus aussi. Pad 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, effectivement. Et là, ben, il y aurait cette version-là du téléphone pliable de deuxième génération qui serait. Écoutez, la fiche technique est impressionnante. On parle d'un processeur Snapdragon 8 génération 4. Oh, Qui est comme déjà la génération le 4. fin du fin. Ben oui, c'est ça, ça apparaîtrait pas mal avec ce téléphone-là. On aurait un écran pliable intérieur dont la résolution serait de 2K+, donc plus que 2K, c'est quoi? C'est 2 millions de pixels? C'est pas 2K. En tout cas, peu importe. 2000 par Qui serait 2000, plus ça que la serait super plus HD, que disons ça comme ça. 4K. Oui, exactement. Non, c'est Et 2K, c'est la moitié. Excuse-moi, je suis pas bon. c'est la moitié, C'est le c'est un quart quart. de 4K, je ne sais pas exactement, ça dépend Voilà. de comment ils configurent le pixel. Mais 2K+, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de pixels, ça aurait une belle densité au-delà des 300 pixels par pouce, c'est certain. La caméra principale aurait un capteur de marque Sony. Le fameux capteur de 50 mégapixels que tout le monde a cette année, c'est essentiellement un dérivé de ce capteur-là. C'est Sony qui le fait. Sony qui ne vend pas de téléphone chez nous directement, mais qui a donc des bons composants ces jours-ci, dont ce capteur pour caméra numérique. Il y aurait plus qu'un objectif, évidemment. Il y aurait tout ça serait réuni dans l'espèce d'îlot rond là, qu'on voit qu'on a vu sur Oui, le sur le OnePlus. Open. On est rendu à quoi, 12, là, je pense? Exact. Oui. Puis le OnePlus 12, ceux qui nous regardent sur YouTube, je l'ai ici. Voilà. Je le trouve Avec, tellement beau en vert, le OnePlus 12. Là. c'est une belle couleur, effectivement. On Il ne est sait pas si vraiment Hasselblad beau. Là. va être partenaire de cette caméra-là pour le OnePlus Open 2. Là, ça va être à suivre, mais il y aurait un téléobjectif périscopique, donc ce qui permet d'avoir un bon zoom optique sans tricher. Parce essentiellement, on plie l'objectif pour y aller dans la longueur de l'appareil, ce qui permet d'avoir une plus grande profondeur ou une plus grande variable entre les deux lentilles. Donc, ça permet d'avoir un meilleur zoom optique, effectivement. Et comme je disais, une épaisseur de 9 mm. Je ne sais pas si vous figurez, mais c'est pas. Et quand on le déplie, évidemment, on a de l'appareil qui est encore moins épais. Donc, ce serait quand même quelque chose à tenir dans la main. J'ai hâte de voir. On dit qu'il est aussi, évidemment, extrêmement léger. Verre durable, nécessairement. On ne va pas faire de graphing sur ces appareils-là qui coûtent très cher. On aurait une résistance à l'eau et à la poussière rehaussée. En fait, peut-être même une tolérance, pratiquement une étanchéité, parce que pour l'instant, on n'était que résistant aux C'est éclaboussures résistant aux légèrement. éclaboussures. C'est limité Ouais. parce que c'est quand même un écran pliable. Il y a quand même tout un mécanisme dedans. Je ne suis pas sûr que Et on c'est. garderait le fameux Oui, curseur là, pour couper le son, mettre en vibration que à OnePlus 3 aime. niveaux. Ouais, avec 3 Ouais, niveaux, parce que sur le côté. c'est pas mal les seuls qui gardent ce bouton physique-là dans le Très marché. pratique au cinéma. Moi, j'aime bien. C'est un truc que j'apprécie. Je ne comprends pas pourquoi je le comprends pourquoi ça disparaît. C'est pour d'autres raisons. C'est parce que c'est plus facile de fabriquer un appareil qui n'a pas de bouton. Mais c'est pratique du point de vue utilisateur. Et bref, tout ça ensemble nous arriverait en marché tôt en 2025. Donc, peut-être qu'on l'annoncerait au Mobile World Congress à Barcelone en février. À suivre, certainement pas au CES. Je pense pas que c'est la place pour ça, mais Barcelone en fin février, ça fit.
Ce En serait un bon Europe, moment. oui. Et son prix de détail va être surveillé. Le OnePlus Open actuel est 2300 $, ce qui est quand même pas mal cher, mais ce qui est dans Oui. l'espèce de zone de prix pour ces téléphones-là. Donc, je n'ai pas encore trouvé le rapport officiel sur les ventes de ce marché-là des téléphones pliables, mais ça fait 6 générations de Galaxy Fold chez Samsung, et là, on est rendu au deuxième Open chez OnePlus. Mm. Il y a au moins 5 autres marques de téléphones qu'on voit moins ici, dont Huawei, qui font des téléphones pliables sans Oui. arrêt depuis 5-6 ans. Donc, Le téléphone j'imagine qu'à un moment donné, il doit y avoir triple de des gens qui les Huawei achètent. a Il y a un été Huawei dévoilé, comme là. à trois C'est côtés, comme là, c'est assez complètement spécial. fou. Donc, à suivre de ce côté-là. Et si vous aimez les téléphones pliables, ben, restez avec nous parce qu'on va prendre une petite pause. Oui. C'est la fin de l'actualité pour cette semaine dans cette fabuleuse tasse de tech. Mais on revient tout de suite pour parler de nos gadgets de la semaine. Pascal a un réveil qui est pas mal cool. Je l'ai essayé moi aussi, puis je l'aime beaucoup. Et on a aussi le Galaxy, vous voyez le lapsus, le Pixel 9 Pro Fold de Google. Donc, on va vous parler tout de suite. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Nous sommes de retour, Pascal, et nous allons parler de gadgets intéressants. Celui que tu as sous la main, Oui. qui apparaît quand même au premier coup d'œil plutôt simple. Moi, tu vois, je le vois de plus en plus comme la meilleure application de ces assistants numériques de première génération. Donc, sur la table de chevet, radio-réveil, tu peux personnaliser un peu ton expérience de réveil avec l'information tirée d'Internet. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. C'est un peu ça l'EcoSpot, en fin de compte. C'est le nouveau EcoSpot qui coûte 100 $. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil dessus. Je le trouve tout d'abord, première affaire, je l'ai trouvé très joli. Mhm. Les assistants vocaux, d'habitude, sont correctement jolis, ont un design assez sobre. Celui-là c'est un petit cercle et on a une moitié du bas qui est un haut-parleur grise et une autre partie du haut qui a l'affichage numérique. C'est pas un affichage carré, c'est un affichage arrondi. Ça affiche l'heure, ça affiche la date et ça affiche si on a activé un réveil ou non. Il y a aussi Et la ce météo, non? réveil-là, on On peut peut le faire. personnaliser pour avoir On des peut, trucs oui, on comme... peut ouais. personnaliser, voir la météo, on peut activer différentes options comme ça, on peut changer l'intensité de l'éclairage, mais c'est pas fait pour voir des vidéos comparativement à d'autres appareils Echo. Mhm. Certains, carrément, là, c'est presque des Les mini-téléviseurs avec Echo lesquels on Show, peut je pense, regarder sont une Echo gamme comme Show, ça. Mhm. avec lesquels on peut regarder la télé, on peut regarder Amazon, on peut regarder plein de vidéos dedans. C'est pas le cas de celui-là. Il n'y a pas non plus de caméra. Tu parles d'utilisation dans la chambre à coucher. Je serais pas à l'aise d'avoir un écho avec une caméra de dans se ma sentir chambre à filmé à coucher. tout moment. Ouais, tu sais, surtout si j'ai un moniteur Pornator, là, je veux pas, Porninator, je veux pas ça, Ouais. je veux pas ça. Donc, l'écho Spot à 100 $. Je dis le prix tout de suite, je trouve que c'est très raisonnable pour un beau radio-réveil. On peut écouter des radios web, on peut démarrer évidemment toute sa domotique avec ça. Ça m'a demandé, je dois avouer, un peu de bidouillage. J'ai dû reconnecter mes appareils. Peut-être juste parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé d'appareil Echo. J'ai dû Peut-être. reconnecter, mais à partir de là, je peux Moi, j'ai pas eu à contrôler. faire ça, là. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, c'est probablement juste moi là, qui, pour une raison quelconque, j'y arrivais pas. Mais à partir de là, je peux démarrer ma télé, je peux démarrer ma musique Sonos, je peux. Et c'est drôle parce que j'ai désactivé un petit bouton qui permet de désactiver les commandes vocales. Ça fait que je peux dire Alexa, tant que je veux, ça ne fonctionnera pas. Ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a un détecteur par ultrason. Il n'y a pas de caméra, Mhm. mais un détecteur par ultrason qui permet, par exemple, d'activer une lumière entre certaines heures quand on s'approche. Fait que le soir, le matin, ça peut être très utile entre 7 et 10 heures le soir, si je passe dans la pièce, allume les lumières, Pour démarre la les télé, enfants, démarre souvent, la les chambres musique. d'enfants. Tu sais, les petits-enfants qui ont de la misère à se rendre à l'interrupteur, là, Tout à fait. c'est une Mais bonne c'est ça solution. la beauté. Quand tu dis que c'est le fun pour la chambre à coucher, un assistant vocal, c'est que tu peux, quand tu es paresseusement étendu dans ton lit, tu peux dire bah, j'ai le goût d'écouter de la musique, démarre la musique, ajoute quelque chose à mon horaire, mets une alarme, enlève une alarme, mets un compte à rebours, je vais faire une sieste. Moi, je suis un siesteux. Souvent, je dis, ben, crée une minuterie de 25 minutes. Et boum, après 25 minutes, il y a une petite mélodie qui sonne. Et on peut se réveiller avec la musique. La radio web de son choix, on peut dire démarre le 98.5 FM et ça va nous donner les radios qu'on aime. Ça Station contrôle choisie au hasard Spotify parmi aussi. une disponibilité de Complètement. station. C'est Ben pas oui, parce que on les salue. j'ai fait des chroniques là, cet été, là, ça donne, je sais pas. La nouvelle qui est le fun aussi, c'est qu'on va bientôt pouvoir, selon beaucoup de rumeurs, on va pouvoir se faire offrir de remplacer Alexa par un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle
beaucoup plus intelligent. Ouais, Là, on on va pouvoir l'attend celui-là. jaser avec Mhm. Alexa. On va pouvoir dire: «Allume la lumière». Alexa, allume la lumière va s'allumer. On va pouvoir continuer la conversation. Mets la Peux-tu bleue, diminuer mets la l'intensité moins, ben sans oui. avoir besoin de répéter la commande? Mhm. Peux-tu démarrer la télé? Peux-tu démarrer la télé? Tu vas pouvoir dire: «Mets, telle chaîne, mets Spotify, active telle chose». On n'aura plus besoin de renommer, puis peut-être même de jaser avec elle pour carrément, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Oui, il va pleuvoir aujourd'hui. Quelle météo va-t-il faire demain? On Garder le n'aura pas contexte puis besoin avoir une de garder un conversation. contexte Mhm. pendant ça. Sauf que ce serait un abonnement payant, une Mm. source de revenus. Et je pense que ça, c'est Alexa, là, les Echo, ça devait être une façon de vendre des objets. On devait faire des commandes Amazon avec ça. Ça devait permettre de remplacer, euh, de faire des revenus par la bande avec Ouais, les j'ai Échos. besoin de papier de toilette, puis là, Alexa nous commande ça tout seul. Et voilà, là, Ouais. tu as ton paquet de papier de toilette qui arrive parce que tu l'as crié. C'est Mhm. drôle parce que j'ai dit avec ça. On devait commander avec ça. Il semble qu'au Québec, Alexa a un problème. Il s'active quand on dit avec ça. Écoute, je On veux peut dire ceci. changer. Alexa s'active sur bien des choses qu'elle ne devrait pas parce que j'en ai un dans le salon et ma fille s'appelle Alicia, entre autres, donc il y a Ah, souvent ça ben se oui, mêle mais souvent. Alicia, ça Et ressemble. il y a Ben plein oui. d'autres bouts de phrases où les intonations sont les mêmes, mais c'est pas du tout le mot Alexa, mais ça sonne comme ça. Ben, Alicia, Alexa, je peux Ouais. comprendre que ça Donc, soit non, c'est pas à mélangé. point, mais effectivement, comme tu vas le dire, il y a une solution à ça, là. On peut changer ce nom-là. Fait qu'on peut Mhm. l'appeler Robert. On peut l'appeler OK Google. Ça, c'est pas fin. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais je me dis ça serait Ben, il y a tellement des choix, il y a un nombre limité de choix. Il y a Ziggy, non. pour une raison ou Ah pour une oui, autre, puis oui, il y a oui, c'est Echo. ça, Ziggy, Exact. puis Echo, on peut le nommer Il y en a autrement. peut-être d'autres, mais il y a ces Mais deux-là, ça je sais. Mhm. changer pour OK Google, ce serait très drôle. Fait que c'est très le fun si vous avez envie, je le trouve joli, cherchez ça, nouveau EcoSpot, 100 $. Il y en a plusieurs modèles pour votre chambre à coucher. Moi, ça me rend très, très heureux. C'est beau, c'est moderne, puis quand je vais écouter de la musique, ça marche bien. Ouais, c'est un puis Ah, Alexa puis demeure quand même l'espèce de plateforme connectée pour la maison qui a le plus de gadgets oui, compatibles très facile de ça retrouver va au ces plus. gadgets. Là, on installe des skills, des Ben, des espèces de capacités. logiciels, des plugins, dans le Et fond. c'est ça. Il Ouais. faut le faire, par exemple. Il faut le dire, j'ai un appareil, j'ai une chaîne Sonos, j'ajoute Sonos, il va détecter nos appareils. Une fois qu'on dit j'ai des appareils, euh, les On fera pas appareils, ça par les marque. Il peut ampoules avoir les Philips Hue, peut avoir plein Philips d'affaires. Hue. Si tu dis Philips Hue, tu vas rajouter ta skill, puis tous les appareils Hue vont être contrôlables. Mais il faut le Exact. faire. Merci Ça te permet. Pascal. Oui. Et dernier truc, ça permet, Oui, ça c'est l'affaire qui est le fun qu'on pense pas avec les appareils intelligents. Si vous en avez plus d'un, vous pouvez vous en servir comme intercom. Ceux oui, qui ont ben des oui, enfants, ben vous pouvez oui. dire, hey, les enfants, on mange. Vous diffuse le message, puis ça fonctionne très bien. Les enfants, ça interrompt, ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur bulle, puis l'assistant se met à jaser. C'était très efficace. Effectivement. Fonction familiale appréciée, effectivement, tu Plutôt as que de bien raison. crier dans la maison. Ah, ça! Bon point. Mais merci Pascal. De mon côté, je reviens à un classique, les téléphones pliables. Je parlais la semaine Mhm. dernière du Galaxy Z Fold 6 et j'expliquais à quel point je n'aimais pas l'écran extérieur qui est d'un format, tu sais, je l'ai ici, qui est un format Qui extrêmement est allongé. vertical, très étroit, qui fait que le téléphone semble surtout être conçu pour être utilisé en mode ouvert, donc en mode presque tablette. Euh, Google et OnePlus aussi, on en a déjà parlé, mais avec le Pro, avec le Pixel Pro, bon, c'est compliqué, le Pixel 9 Pro Fold, on peut l'appeler le Pixel Fold, là, on garde ça entre nous autres, c'est plus facile. Il va avec une approche différente. L'écran extérieur, on s'est rendu compte que les gens n'ouvraient pas si souvent que ça leur téléphone, clairement. Donc, on a fait un écran extérieur qui est essentiellement le même que les mêmes dimensions en fait que celui du Pixel 9, qui est le nouveau téléphone qui a été Hmm. lancé juste une semaine avant le Pixel Fold. C'est un écran externe de 6,3 pouces au ratio quand même correct. Là. Il n'est pas super large, mais il fait la job et ça permet de l'utiliser de façon tout à fait naturelle, refermée, comme un téléphone. Donc, quand on est dans des circonstances où on n'a pas nécessairement besoin de l'ouvrir parce qu'on veut faire des choses rapides, ben pouf, on a l'écran qu'il faut. C'est la deuxième génération du Pixel Fold, ce Pixel 9 Pro Fold là, mais c'est le premier qui est vendu au Canada. Donc la nouveauté pour nous, c'est qu'il existe, parce qu'avant on en parlait, mais bof, on
ne pouvez pas l'acheter. C'est un téléphone qui, sérieusement, est une excellente amélioration par rapport au premier, parce que j'avais essayé le premier l'année dernière aux États-Unis. Et là, on a un appareil qui fait 10 mm d'épaisseur, donc quand même pas très, pas encombrant du tout, en format refermé. C'est 1 centimètre, c'est vraiment... Exact, wow. c'est pas très gros. Je vais partir de ça avec c'est pas un défaut, mais c'est un truc qui aurait pu être, je sais pas pourquoi, mais on a Android 14 et non pas Android 15. C'est sûr que le moment de lancement a dû rendre ça compliqué, mais c'est sûr qu'Android 15 va débarquer dessus dès la première occasion. Mais je sais pas, et je pense que ça élimine une des 7 années de mise à jour dès le départ là, qui sont promises sur ce téléphone-là. Donc, ça vient de retrancher une année de durabilité. Parce que c'est l'autre truc, c'est qu'on promet une durabilité chez Google pour les téléphones Pixel en disant ben, t'en as pour 7 ans, faites-en pas. Ben là, t'en as pour 6, parce qu'Android 15, ça va être comme dans les prochaines semaines. Je pense même, et j'ai pas vérifié, mais ceux que ça intéresse peuvent vérifier. Je pense que la bêta de 15 d'Android 15 peut déjà être installée là, si vous êtes un développeur. Donc, écran externe de 7,3 pouces, comme je vous le disais, belle résolution, belle densité. Et si vous l'ouvrez, pouf, vous avez un appareil avec un écran très carré de 8 pouces. Bon, on joue pas sur les mots, mais on joue sur les ratios parce que ça fait un écran. C'est pas un écran de tablette plus vertical. Il y a un format très carré. Donc, on l'utilise à la verticale en paysage ou en mode portrait. Ben, on a essentiellement le même écran. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, on le tient vraiment tout le temps de la même façon. Et moi, personnellement, je m'en sers pour lire des livres numériques, beaucoup des documents de texte qu'on peut afficher en deux colonnes, comme si on avait 2 pages, comme un petit livre de poche. Et ça le fait très bien. Évidemment, l'appareil, en plus d'avoir un bel affichage de 8 pouces, parce que je pense que la première génération avait un écran de 7,6 pouces. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, surtout en bordure d'image, on est allé le plus loin possible en termes d'affichage. Donc, le cadre est extrêmement mince, contrairement à la génération précédente. Donc là, de ce côté-là, on gagne beaucoup d'espace d'affichage. C'est très naturel, c'est très agréable à utiliser. J'ai acheté pour l'essayer un socle qui s'accroche à une buse de ventilation dans la voiture et qui est conçu pour les appareils pliables. Donc quand on l'ouvre, on a un gros 8 pouces d'affichage avec Google Maps. Donc la navigation sur grand écran, paf, dans l'auto. Et ça, c'est une application très le fun de ce téléphone-là parce qu'on l'a dans la poche, on le garde évidemment replié. Et quand on le déploie sur un socle, on peut l'ouvrir et là, pouf, on a un super écran de 8 pouces. On a comme une tablette ou comme un gros écran qui n'a pas besoin d'une tablette, en fait, mais qui permet d'afficher de l'information en grand format. Google Maps, c'est un bel exemple d'application qui profite de cet espace additionnel. Oui, en voiture. Puis effectivement, en voiture, on a l'écran, donc on voit mieux les directions. Il y a des choses qui sont... Et ça, c'est pas la faute au téléphone, en même temps, c'est Google. Donc, c'est la faute à Android un peu, mais aussi à Google, c'est qu'on a très peu d'applications qui profitent vraiment pleinement du grand format. C'est de moins en moins pire parce que, premièrement, on a joué sur Android pour... Les proportions dans les applications sont généralement améliorées, mais ça donne souvent des applications où on a de l'espace gaspillé, là. C'est pas tous les cas qui s'affichent plein écran avec vraiment la largeur de l'écran au complet exploité. Ça pourrait être effectivement amélioré, mais dans l'ensemble, on a une belle expérience. Il n'y a pas beaucoup d'applications non plus qui fonctionnent dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on le met en mode paysage et qu'on le replie un peu, on peut avoir une espèce d'écran séparé, mais le mode multitâche ou fenêtre contre fenêtre, là, où l'écran séparé ne fonctionne pas vraiment bien dans ce format-là, sauf genre pour YouTube et 2-3 autres applications, mais pas toutes. En revanche, si on le met en mode portrait, là, on peut avoir 2 applications côte à côte et ça prend des applications très verticales. Ça peut être mettons, Slack d'un côté, puis votre application Spotify, votre application musicale de l'autre. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, mais l'aspect productivité ne m'est pas apparent. Google n'insiste pas nécessairement là-dessus, mais c'est quelque chose que bien des gens pensent pouvoir faire. Dire, hey, je peux avoir 2 applications côte à côte, je peux travailler. Genre avoir mes notes puis mon document de création de contenu, puis t'es comme... On n'y est pas encore tout à fait, si je veux dire ça comme ça. On a un deuxième écran pour son téléphone. Exact. Il y a un mode, par contre, où quand on le replie, on peut utiliser l'appareil photo et avoir un mode d'écran séparé qui permet d'avoir justement une meilleure gestion de l'appareil photo. On peut prendre un selfie avec l'appareil frontal, on peut prendre un selfie avec l'appareil à l'arrière aussi. Donc, il y a bien des façons d'utiliser l'appareil photo grâce à ces 2 écrans-là qui sont évidemment moins faciles à faire si on a juste un téléphone normal. Ben oui, et avec, tu as même une application qui permet de mettre un petit bonhomme animé pour prendre des photos. Ça, c'est l'autre truc. Si vous devez prendre une photo d'un enfant qui tarde à se concentrer sur l'objectif, vous pouvez ajouter un petit bonhomme animé à l'écran à l'arrière, du côté de la grosse caméra, là, pour lui attirer son attention, pour qu'il vous regarde, vous, et pour le faire sourire.
Évidemment, il faut que ça fonctionne pour que ça soit utile. Sinon, ça, c'est pas tous les enfants qui vont accrocher, mais ça peut aider un peu. Si vous êtes un photographe qui fait souvent des photos d'enfants, ça peut être utile. L'appareil Même photo les est... adultes. Même Hein? les adultes, regarde, ah, il y a un petit bonhomme. Oui, certains adultes seront effectivement aussi Les adultes vont être divertis. intrigués. L'appareil photo là-dessus est excellent. Surtout si vous avez besoin de faire des photos ou des vidéos dans des situations sombres, de faible luminosité. Les vidéos de nuit avec le zoom 5X, écoute, sont écœurantes, j'ai rien à dire. Il y a un stabilisateur optique en plus, fait qu'on prend des belles photos et des belles vidéos. Puis quand on fait des vidéos avec des... sans faire exprès, des fois on fait des travelling, n'est-ce pas? Eh bien, ça fonctionne très bien, c'est stabilisé, donc ça ne vibre pas, c'est quand même assez bien fait. On a 3 objectifs. On a, je vous disais, un téléobjectif de 5X, donc un zoom 5X qui fait 10,8 mégapixels. Le zoom total est 20X. Ça inclut, je ne sais plus comment Google l'appelle, mais c'est la retouche numérique qui est pas parfaite, qui est correcte si vous faites des photos, mais si vous essayez de zoomer, par exemple, parce que vous voyez... je vais faire une référence de hockey obscur. Si vous voyez Patrick Lane sur la glace à Brossard et que vous êtes dans les gradins, il est loin. Si vous le zoomez à 20X et que vous prenez une photo, ça se peut qu'il ressemble à Cole Caulfield parce que l'IA ne va pas nécessairement bien améliorer les traits du visage parce qu'elle ne sait pas c'est qui la personne au bout. Et il va un peu à, tu sais, c'est du probabilisme, n'est-ce pas? C'est de la statistique, les intelligences artificielles. Donc, va y aller un peu à voici de quoi, comment je pourrais améliorer ça sans savoir trop ce que je fais. Donc, le zoom 20X, il est correct. Mais attendez-vous pas à une révolution. C'est une grosse ellipse pour arriver à cette conclusion-là. Oui, tout le temps, la difficulté, là, tu prends ton zoom, les gens écartent leurs doigts sur l'écran, puis ils zooment, puis ils zooment, puis ils zooment, au lieu de s'avancer. Puis ça donne des résultats qui sont pas terribles. Je pense ça qu'on permet pourrait faire ça sur le site, un petit business de formation photo-téléphone rapido, des choses. Oui. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup à savoir sur comment prendre une belle photo. Et le zoom numérique, généralement, c'est pas la bonne façon. Oui. Oui. Même si maintenant, on a des zooms optiques, déjà, les résultats sont bien meilleurs. Ça fait une différence, mais c'est limité à 5X, 10X dans certains cas, mais là, on est à 5X. Puis, sérieusement, ça fait la job. Puis, une fois que vous avez pris la photo, vous pouvez aller chercher le détail et peut-être rogner autour, mais c'est la meilleure façon de prendre une photo le plus nette possible. Il y a un grand angle de 48 mégapixels. Ben, le grand angle, il ne fait pas 48 mégapixels, mais il fait une photo normale, disons, avec un capteur de 48 mégapixels. Donc, il fait des belles grandes photos. Et il y a un ultra grand angle, le troisième objectif, qui lui fait du très grand. Son capteur a 10,5 mégapixels. L'ultra grand angle, comme tous les ultra grands angles sur téléphone, déforme un peu dans les côtés. Là. Il arrondit, il grossit. Là, les gens qui prennent un selfie avec un ultra grand angle deviennent avec un super gros bras parce qu'il est comme dans le coin de l'image. C'est pas tout le monde qui aime avoir des super gros bras. Donc, ça peut être un problème. Pour l'ensemble, pour le reste de la chose, c'est un Pixel 9. Donc, on a un processeur Tensor G4 de dernière génération qui fait du beau travail. Ça permet d'activer des applications d'intelligence artificielle. Je vais vous donner l'exemple de ceux dans la photo. Il y a toutes les applications photographiques qu'on retrouve aussi à bord du Pixel 9, là, dont le Ajoutez-moi, où on peut comme s'improviser, comme s'incruster dans une photo où on n'est pas à l'origine. Et ça permet aussi d'avoir, comme les autres Pixel 9, la version Gemini Advance de l'intelligence artificielle générative de Google, gratuite pour 1 an, parce que ça vient avec le téléphone. Écoute, évidemment, il faut savoir quoi faire avec. Je ne sais pas exactement au quotidien à quoi sert Gemini. Donc, Gemini Advance, je ne le sais pas non plus, mais il fait mieux ce qu'il fait. Fait que si vous trouvez une application, elle va la faire un petit peu mieux. Sinon, vous avez Gemini Nano installé d'office qui a l'avantage d'être fonctionnel même quand vous n'êtes pas connecté à un réseau. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut être utile. Il y a 16 gigaoctets de mémoire vive, ce qui promet, à mon avis, une bonne durée de vie, là, parce que on est pas mal rendu là en termes de standards dans les appareils mobiles, et ça garantit que vous pouvez faire tourner plusieurs applications sans que ça devienne lourd et fatigant et parfois même chaotique. Un petit défaut, on a 256 ou 512 gigaoctets de stockage à bord, ce qui n'est pas tout à fait... généreux. C'est correct, 512, c'est bon, mais il me semble qu'un téraoctet, ça devrait être la norme dans ce genre de téléphone-là qui coûte une petite fortune. Sauf que j'imagine que ça coûtera encore plus cher. Donc, c'est un choix qu'on a fait chez Google. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup amélioré par rapport au Fold 1, c'est l'autonomie. On parle d'une pleine journée d'utilisation avant qu'il se fatigue. Et effectivement, la plupart de ces téléphones-là, dans les premières générations, on arrivait vers la fin de la journée de travail, là, un peu à l'heure du souper, et on était dans le rouge. La batterie, on sentait que c'est un petit peu... Il y avait le stress de la pile morte. Là. On devait se brancher ou sinon on n'était pas sûr de finir la journée.
Il n'y a pas ce souci-là sur ce téléphone-là. Google promet 24 heures. Moi, je ne vous promets pas 24 heures, mais je vous promets un bon 12, 13, 14 heures sans vous fatiguer. Ce qui est quand même beaucoup mieux que le téléphone de première génération, là, le téléphone pliable de Google. Il y a un mode extrême, écono extrême, je ne sais plus comment il l'appelle, où on promet 72 heures d'autonomie. Mais là, on désactive Mais à peu près tout. oui, ça, c'est classique, mais tu n'as plus de fonction, ça désactive tout, là. Grosso modo, tu peux faire des appels, des textos, puis c'est pas mal Ça enlève ça. le grand plaisir d'un téléphone Ah intelligent, oui, voilà. effectivement. Donc Tu ça, c'est un as peu un téléphone dommage. en stand-by, tu n'as plus un téléphone très actif. Mais ce Ça te sont permet de des. pas Écoute, rater c'est un pas appel. parfait. Je ne sais pas s'il existe un téléphone parfait, mais celui-là s'approche de quelque chose de très bien. Je l'ai dit l'autre jour, Pixel, la marque Pixel dans les téléphones n'est pas la plus populaire, mais je pense que les gens qui cherchent un appareil extrêmement haut de gamme ont quelque chose d'intéressant avec le Pixel 9 Pro Fold. C'est certainement le plus beau Pixel jamais fait. Il n'y a aucun problème là-dessus et vous ne le regretterez pas, à mon avis, si vous l'achetez, sauf si vous perdez votre job et vous n'avez plus d'argent. Parce que la semaine d'après, vous allez regretter d'avoir payé 2400 $ pour ce téléphone-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas seulement Google qui est dans cette situation-là, parce que tous les téléphones pliables coûtent au moins 2300 $. On en parlait tantôt avec OnePlus. C'est la même chose avec le Galaxy Z Fold 6. Écoute, je ne connais pas de téléphone pliable comme ça qui coûte pas, qui est abordable, puis tu fais comme, ouais, ça, c'est un bon deal. Mais, je vais dire ceci, le plus accessible de tous les téléphones pliables est certainement celui-là, le Pixel 9 Pro Fold, parce que vous avez, en l'achetant en ce moment, 475 $ en crédit sur le Google Store. Donc, vous pouvez acheter un accessoire comme j'ai ici, je peux vous le montrer si vous me regardez en vidéo, un étui de protection qui ne coûte pas très cher, mais c'est vraiment une petite affaire en plastique qu'on accroche et qui permet de l'ouvrir et de le fermer, de l'opérer normalement, mais qui protège les bordures, tout ça, qui empêche peut-être, si vous l'échappez, de l'égratigner dès le jour 1. Donc, on peut imaginer que c'est un peu un 475 $ de rabais si vous avez besoin d'autres accessoires, des écouteurs ou peu importe. Et on offre aussi jusqu'à 500 $ en échange pour un vieux téléphone. Donc, si vous jouez bien vos cartes, il y a presque 1000 $ du prix d'achat qui peut être retranché sur ce téléphone-là. Donc là, à 1500 $, si vous arrivez à atteindre ce montant-là, on a quelque chose de le fun, parce que 1500 $, c'est un iPhone Pro, pas Pro, mais c'est un iPhone Plus. C'est pas un téléphone pliable. Là. Donc, on a quelque chose de, je pense, on a une bonne offre du côté de Google. J'ai hâte de voir si on va en rajouter dans les prochains mois, parce qu'avec la période des fêtes qui va s'en venir à partir de dans quelques semaines, peut-être un mois, je sais qu'il y a l'Halloween, mais les fabricants poussent fort sur l'automne pour vendre leurs gadgets. Si on fait de la promotion intelligente, si les fournisseurs de sans fil sont intéressés, on peut faire quelque chose de très bien. C'est pas un téléphone, j'ai l'impression qu'on veut vendre en grand volume, mais déjà qu'il soit vendu chez nous, c'est bon signe. Et je le disais tantôt, il y a 7 ans de mise à jour garantie, ou peut-être 6, mais quand même, le Pixel a l'avantage d'être fait par Google directement. Donc, ils appellent ça des Pixel Drops, à peu près 2 fois par année, où il y a des mises à niveau qui ne sont pas des mises à niveau du système, mais de plusieurs applications du système qui sont assez intéressantes au début de l'été, puis à la fin de l'année. Et on n'a pas à attendre après. Souvent, on a un téléphone Samsung, ça prend je ne sais pas combien de mois avant qu'on ait la mise à jour que tous les autres ont eu. Ben là, c'est Google directement, donc on n'a pas à se casser la tête. Ça va être là. Et ça, c'est un gros plus. Donc, si vous avez un téléphone pliable à acheter, c'est celui-là. À mon avis, je pense que c'est pas très compliqué à dire. En attendant de tester les 8 autres nouveautés qui s'en viennent dans les 6 prochains mois, c'est la référence, à mon avis, dans le marché dès ce moment-ci, parce que le format est bon, le prix est raisonnable, entre gros guillemets, et l'offre applicative est sans doute la meilleure dans ce créneau-là à ce stade-ci. Donc, à vous de voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument s'acheter un téléphone pliable. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ne vois pas encore l'utilité concrète qui fait la différence et qui se fait comme « je regrette de ne pas avoir un téléphone pliable ». Personne n'a jamais dit ça à date. L'application magique, l'application qui fait que ça rend le téléphone utile plus qu'un téléphone on n'y est standard. pas encore. Puis mais si c'est quelque chose que vous avez, si vous avez un petit 2500 $ de lousse parce que ça ne vous embête pas d'acheter un téléphone, je veux quelque chose de le fun, ben, je veux dire, ouais, c'est le meilleur pliable que vous pouvez acheter en ce moment. Puis vous pouvez toujours faire un chèque, déposer un chèque, puis retirer de l'argent. Oui. L'argent magique, c'est un glitch de la banque Chase. J'ai vu ça sur TikTok, puis je suis sûr que c'est pas de la fraude bancaire que je commets. Non, c'est sûr que votre banquier moi, ça me désespère encore. Non, exact, c'est ça. Évidemment, les pauvres personnes qui ont fait ça. C'est pas une bonne idée, c'est dégueulasse. Non, c'est pas une bonne idée.
On va remercier nos partenaires encore une fois. TELUS, Plan Hub, merci de permettre l'existence de ce podcast-là. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et partout dans le monde, l'univers. On est peut-être en route vers des galaxies lointaines en ce moment. On va peut-être nous écouter dans quelques milliers d'années, puis on va conquérir la Terre à cause de ça. Ouais. Claude Hébert, la mise en onde. Jean-Christophe Ouellette aussi, merci de vous assurer On que vous salue. nous sonnons bien, nous sonnons à notre meilleur. Alain McKenna, on peut te lire un peu partout. Et moi, pascalforgette.com, si jamais vous voulez me lire, n'hésitez pas à commenter, à nous donner du feedback. On est là, on aime ça. Effectivement, on peut me lire un peu partout. Ceux qui écoutent notre générique vocal, je vous dis comme ça, si vous voulez me lire plus fréquemment, c'est maintenant dans la presse que ça se fait. Un excellent quotidien montréalais, la presse.ca. Vous pouvez aller voir là, c'est là que ça se trouve le contenu. Sinon, on continue ici à chaque semaine une tasse de tech. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va être en direct de Cupertino, en Californie, parce que ça va être l'événement d'Apple. Et on va trouver le moyen de se faire un full duplex, comme on dit en bon jargon de radio. Mais on pourra vous parler des nouveautés d'Apple. Donc, revenez nous voir, abonnez-vous. Vous allez l'avoir directement dans votre téléphone le jour où on met ça en onde. Et entre-temps, prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.